Alors nous nous retrouvons maintenant pour commencer cette dernière session de la première journée des EPU 2025. Nous allons échanger autour de l'actualité de la profession avec 3 interventions et une table ronde. Nous allons parler de formation, nous allons parler de déontologie et nous allons parler de projets structurants pour l'avenir de la profession. Petit teasing pour vous inciter à rester jusqu'à la fin, jusqu'à 18 h. Il y aura également des annonces d'envergure à vous dévoiler, donc restez avec nous jusqu'à la fin. Et sans plus attendre, je donne la parole à Éric Bavu, que j'invite à monter sur scène. Donc Éric Bavu, vous êtes professeur des universités en acoustique et directeur des études au Centre de préparation du diplôme d'état d'audioprothésiste au CNAM à Paris. Et vous allez nous présenter le futur diplôme d'assistant en audioprothèse. Merci beaucoup, c'est tout à fait ça. Puis je vais être accompagné aussi de mon collègue Jean-Baptiste Doc, qui a beaucoup œuvré dans la mise en place de ce diplôme. J'attends juste d'avoir quelques transparents à disposition, si c'est possible, pour pouvoir commencer cette présentation. Donc, globalement, le projet de création du diplôme d'assistant en audioprothèse, c'était un projet qui a été initié par le Collège national d'audioprothèse, où il y a eu une discussion avec un grand nombre d'intervenants. Le collège a d'abord sollicité les écoles, les différentes écoles du historique en audioprothèse. Ah ben voilà, je vais avoir mes transparents, ça va être beaucoup mieux, vous allez voir. J'étais perturbé par le fait de ne pas avoir de visuel. Donc le collège a été à l'origine, et puis en fait, c'est pas seulement le collège, c'est toute la profession qui s'est depuis longtemps questionnée sur la manière d'uniformiser les formations des assistants et des assistantes en audioprothèse, de valoriser des connaissances, des savoir-faire. Donc le collège avait la volonté d'officialiser un diplôme, et pas forcément une certification, un diplôme qui est officiel, qui soit, si possible, porté par des établissements publics. Et donc c'est naturel de cette tournée vers les différentes écoles en audioprothèse. Et le premier objectif, c'était de créer une fiche RNCP. Alors ce travail de création de fiche RNCP, c'est un travail en amont de la création officielle de la formation, en amont du recrutement des étudiants. Et il faut donner un cadre. Ce cadre, il a été fixé, sur lequel tous les interlocuteurs étaient d'accord, c'était d'avoir une formation professionnalisante qui dure 1 an et qui soit l'équivalent d'un titre RNCP, l'équivalent d'un bac+1. Alors, parmi les différentes écoles en audioprothèse, à Paris, il se trouve qu'on avait une expérience, pas nous personnellement, mais le CNAM Paris avait une expérience pour les diplômes de spécialisation professionnelle, qui est une forme de diplôme équivalent bac+1 et qui a justement cet objectif de diplôme professionnalisant avec un accès très pratique à un emploi. Le CNAM était également lauréat pour un plan d'investissement d'avenir 2030 qui s'appelait Nouveau cursus à l'université, qui a un petit coup de pouce aussi d'accompagnement à cette création et dans laquelle on a pu s'intégrer. Donc, finalement, à travers ces 2 acteurs où on pouvait avancer sur ce projet-là, l'idée était surtout de professionnaliser autour des missions que vous connaissez déjà, mais en essayant d'associer à chacune des missions des compétences pour construire des blocs de compétences et construire la formation. Donc autour de l'accueil, les formalités administratives, les encaissements, tout ça c'est plutôt le côté administratif. Et puis il y a aussi le côté entretien, interaction avec le patient. Contrôle, suivi des aides auditives, parce que tout le temps qui est passé par les assistants en audioprothèse, pour lequel ils sont formés parfois par l'entité qui les recrute, pour lesquels ils sont formés parfois par l'audioprothésiste avec lequel ils travaillent, mais pour lequel il y a besoin d'un cadre de formation. Donc pour professionnaliser autour de ces missions, on a demandé cette fiche RNCP qui a été validée avec l'appui de l'ensemble des organisations professionnelles, parce que
le collège est venu nous voir, mais évidemment, ce qui était essentiel, c'est de rassembler toutes les organisations professionnelles autour de cette idée de créer ce diplôme. Donc, il y a eu non seulement le SDA, le CINAM et le CINEA qui ont donné leur lettre d'appui, ce qui a permis de valider cette fiche assez récemment, donc en juillet 2025. Compte tenu de tous ces calendriers, si vous voyez, on en a parlé les premières fois en 2022. En 2024, on dépose une fiche. L'objectif était d'ouvrir une formation, en fait, pour cette rentrée. Et compte tenu des calendriers, après la validation de la DGOS et du CSLMD, on vous le dira tout à l'heure, la première ouverture de cette formation, ça sera en septembre 2026, ce qui nous laisse le temps aujourd'hui de poser les bases et de viser finalement, de ne pas laisser sur le côté différents types de publics au niveau du recrutement. Alors, je vous parle de diplôme de spécialisation professionnelle. Depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est l'équivalent d'un bac+1. Puis on peut peut-être juste se poser la question de ce que c'est que ce diplôme dont certains, la plupart d'entre vous, à mon avis, n'en ont jamais entendu parler. Un diplôme de spécialisation professionnelle, globalement, comme je vous ai dit, c'est en un an, bac+1, et ça a été créé assez récemment. Donc un an au niveau universitaire, ça vaut 60 crédits ECTS. Et ces 60 crédits ECTS, vu que c'est des formations professionnalisantes, elles sont globalement découpées en 3 grandes composantes. Donc les 3 grandes composantes, il y a une première composante qu'on appelle tronc commun, mais c'est un tronc commun en fait qui touche toutes les spécialités d'un diplôme de spécialisation professionnelle. C'est-à-dire que des gens qui vont se former à être assistants en audioprothèse ou des gens qui vont se former à être développeurs web vont globalement avoir ces mêmes objectifs qui sont liés autour de la culture numérique, le socle commun, des soft skills finalement qui sont assez générales au niveau de la gestion de projet et puis de l'interaction avec le public, alors sur lequel on va pouvoir colorer un petit peu les choses au niveau de la spécialité. Et puis, il y a des enseignements de spécialité qui, eux, représentent à peu près le même volume horaire, où là, c'est vraiment pour chaque spécialité, chaque discipline, chaque métier, c'est finalement des enseignants ou des intervenants du métier qui vont alimenter ces blocs avec environ 250 heures qui, en fait, correspondent aux différents objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure. Et puis, vu que c'est une formation professionnalisante, il y a une autre composante importante qui est là et donnée sous la forme de stage, mais nous qu'on voit plutôt comme juste l'expérience professionnelle ou l'alternance professionnelle tout au long de cette année, qui représente environ 500 heures dans l'entreprise, parce qu'on considère que tout comme aujourd'hui, un assistant, une assistante finalement se forme également en étant au cabinet aux côtés de l'audioprothésiste. Cette alternance professionnelle est importante. Donc finalement, le cadre initial, c'était de se dire, dans ce cadre-là, c'est plutôt le cadre de l'alternance qui est le plus adapté. Puis on a réfléchi ensuite à d'autres solutions, d'autres voies d'accès, de manière à toucher un public plus large. Je vais laisser la parole à Jean-Baptiste Doc maintenant qui va vous détailler un petit peu plus précisément, dans le cadre du diplôme d'assistant en audioprothèse, chacun de ces 3 blocs. Il vous reste 5 minutes. J'ai le mauvais rôle. Ça devrait le faire très bien. Bonjour à tous. Donc voilà, le travail qu'on a apporté ces dernières années, c'est donc justement de formaliser en compétence ce diplôme. Suite aux nombreux échanges avec la DGOS, on a pu converger vers les compétences affichées ici. Donc bon, pour le tronc commun, c'est vraiment des choses, comme il était dit, très basiques sur la communication et le savoir-être. Si on s'intéresse un peu plus au bloc de spécialisation qui concerne vraiment la profession, donc voilà, accueillir les usagers malentendants dans un centre d'audioprothèse, apporter aux usagers une assistance technique sur les aides auditives en respectant les prérogatives de l'audioprothésiste. Au début, on avait fait plus court, mais voilà, le cadre réglementaire nous a justement poussé à tout spécifier très précisément. Et enfin, s'impliquer dans la gestion d'un centre auditif en collaboration avec l'audioprothésiste. Donc ça, c'est les compétences qui vont être déclinées en pas mal d'activités et de formations très pratiques sur ce diplôme, donc très professionnalisant, avec un équilibre d'enseignement auprès des enseignants CNAM, mais également des professionnels du domaine pour venir enseigner auprès de nos apprenants. Donc forcément, là, on parle de compétences. Maintenant, si on se projette justement dans l'ouverture prochaine de cette formation, il faut bien sûr penser aux voies d'accès. Comment s'inscrire et à quel public on s'adresse. Donc on a justement pu bénéficier de nombreux échanges avec les professionnels de l'audioprothèse pour bien avoir conscience que c'est un métier qui est déjà déployé et qui a vocation justement à continuer d'évoluer. Donc c'est pour ça qu'on a prévu de nombreuses voies d'accès. Donc comme le diplôme est RNCP niveau 4, il est accessible
pour tous les bacheliers, néo-bacheliers, qui ne pourront pas faire l'économie de passer par le tronc commun, puis le bloc de spécialisation pour obtenir le diplôme. Mais pour toute personne en reconversion qui veut s'orienter vers ce métier d'assistant en audioprothèse, on a également prévu une possibilité par un dossier de VES de pouvoir justement directement arriver vers les blocs de spécialisation à partir du moment où quelqu'un peut justifier déjà d'un diplôme universitaire, donc minimum Bac+2, BTS, DUT, ou autre, ce qui permet justement de faire une formation plus courte pour des personnes qui ont déjà des compétences. Et enfin, pour les professionnels déjà en exercice, qui ont déjà une certaine expérience ou des formations tierces, et qui veulent accéder à ce diplôme universitaire, on peut également passer par la case de la VAE, validation des acquis de l'expérience, pour justement obtenir le diplôme ou faire reconnaître des compétences. Donc ces 3 voies d'accès, c'est quelque chose d'encore assez expérimental pour nous et on a essayé d'ouvrir au maximum pour que ça réponde aux multiples facettes de ce métier actuellement en fonction de ce qu'on peut rencontrer. Donc les modalités pour ce diplôme, bien entendu, on est sur une formation également par l'expérience, donc on vise bien entendu une formation en alternance. Donc pour tout apprenant de 26 ans ou moins sans interruption de plus de 2 ans d'études, il est possible de convenir d'un contrat d'alternance avec un employeur. Pour tout autre cas, donc souvent au-delà de la limite des 26 ans, des contrats de professionnalisation pourraient être mis en place. Donc ce qui permettra justement à un apprenant d'être sous contrat avec un professionnel et également en convention avec l'école pour que la formation se fasse aussi bien à l'école que sur le terrain par des professionnels. Et comme je vous l'ai dit, le montage qu'on a prévu prévoit des VES et des VE pour pouvoir s'adapter au plus large public possible, souhaitant exercer ou exerçant déjà cette profession. Donc voilà, le projet c'est d'ouvrir en septembre 2026. On a forcément un cadre clair à donner et donc pour l'instant les formations seront ouvertes sur le CNAM Paris avec des cours en présentiel, avec de nombreux travaux pratiques par des enseignants et par des professionnels sur place dans nos salles de TP à l'école de Paris. Donc voilà, on vise un début des inscriptions pour le printemps 2026. Pour la voie d'inscription, on a fait le choix de ne pas passer par Parcoursup pour justement favoriser les rencontres entre les apprenants et les professionnels pour que justement les personnes qui rentrent dans notre formation aient déjà un contrat avec un professionnel pour justement prévaloir que ça puisse être une rencontre qui se passe bien pour apprendre sur le terrain les parcours de soins des patients et de trouver des personnes, on va dire, qui ont déjà passé un sas de recrutement auprès de la filière professionnelle et que ça soit en entente avec l'école. En gros, ce n'est pas l'école qui va imposer des apprenants en alternance, mais c'est bien une synergie entre l'école et le milieu professionnel pour justement mettre des apprenants déjà, on va dire, en compétences ou en capable de pouvoir bien accueillir correctement les patients, même malgré l'apprentissage qui restera à faire au cours de cette année. Donc voilà, il y a plein encore de questions qui se posent pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a créé un petit questionnaire d'information. Je vous invite à scanner, qui sera justement à partager auprès des personnes que vous pensez être intéressées par notre formation. Ce questionnaire va justement nous permettre d'affiner tout le montage de la formation qui va se faire sur l'année qui vient. Donc si vous pensez à des personnes qui peuvent être intéressées par une formation d'assistant en audioprothèse, vous pouvez leur transmettre ce lien. Des jeunes qui sont en recherche de reconversion dans leur filière universitaires ou des jeunes post-bac qui sont motivés par un métier dans le domaine de l'accueil, dans le domaine du paramédical. En tout cas, voilà, ce questionnaire va nous permettre justement de collecter des adresses pour pouvoir justement communiquer sur l'ouverture prochaine et d'affiner encore mieux nos filières de recrutement. Donc voilà, si vous avez des questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Merci de votre attention. Merci, timing parfait. Donc on souhaite longue vie à cette formation. On a le temps éventuellement pour une question dans la salle. Bon, alors on passe à la suite. Donc on reste sur les enjeux de formation avec le sujet de la réingénierie en audioprothèse, qui est un sujet, je crois, qui tient à cœur à nombre d'entre vous. J'invite sur scène pour en parler Jean-Charles Secato, qui est maître de conférence en audiologie au sein de l'Audiocampus de Montpellier, en charge du DE et du master en audioprothèse sensorielle et motrice et vice-président de l'Association nationale de l'audition.
Donc je vous laisse le micro pour nous expliquer comment et pourquoi la réingénierie d'endoprothèse est aujourd'hui nécessaire. Alors merci beaucoup, merci d'abord au collège de m'avoir invité pour en parler. Et en fait, je ne suis pas tout seul, responsable du DE et du master, bien sûr. En fait, je viens ici mandaté par le professeur Puel, qui est le directeur d'Audiocampus. Et effectivement, je vais vous parler de la réingénierie. Alors la réingénierie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est essayer de prendre le BO, qui régit la formation du DE finalement depuis 2001, et d'en faire une nouvelle version. Et ce bulletin officiel, qu'est-ce qu'il fait? C'est le programme d'enseignement. Donc ce programme d'enseignement-là, l'idée, c'est d'en faire un nouveau qui est plus adapté aux problématiques actuelles. Parce qu'en fait, pour ceux qui s'en souviennent, en 2001, les téléphones, il n'y en avait pas encore beaucoup qui étaient des téléphones portables. Les aides auditives, elles étaient principalement analogiques et elles se réglaient avec des tournevis. Et aujourd'hui, les pratiques, on va dire, de l'audioprothésiste n'étaient pas du tout les mêmes que celles qu'il y a maintenant. Maintenant, on a quasiment tous des smartphones, les aides auditives sont numériques avec de l'IA, du Bluetooth, Auracast et je ne sais quoi. Et les pratiques cliniques qu'on attend dans un audioprothésiste sont plus du tout les mêmes. L'audioprothésiste, c'est devenu un relais du parcours de soins à part entière, encore plus que ça ne l'était avant. Donc il y a vraiment toute une gamme finalement de savoirs qui ne sont pas prévus dans ce bulletin officiel de 2001. Et autre chose, depuis 2001, il y a eu une évolution démographique. D'ailleurs, certains d'entre vous n'étaient même pas déjà nés, qui sont maintenant audioprothésistes, puisque ça fait quand même au moins 24 ans. Et donc, il y avait 150 étudiants. Actuellement, en moyenne, par première année, par promotion, il y a 350 étudiants. Donc, c'est à peu près 2,5 fois ce qu'on avait. Et en termes d'organisation des études, des choses qui étaient prévues dans le bulletin officiel de 2001 qui étaient possibles, notamment les stages ORL par exemple, étaient possibles. Là, la difficulté est beaucoup plus importante en termes de terrain de stage, tout simplement, parce que le nombre de services ORL n'a pas augmenté miraculeusement en 25 ans, voire même on est plutôt sur l'effet inverse. Donc on a un certain nombre de difficultés finalement qui est liée à cette évolution démographique. Et cette évolution démographique, elle a un autre pendant. Vous n'êtes pas sans savoir que Parcoursup est arrivé dans l'audioprothèse il y a quelques années avec un certain nombre de problématiques associées et de bonnes choses associées. Mais avant Parcoursup, l'essentiel des étudiants passaient par des prépas privés qui avaient des avantages d'introduire un certain biais finalement de recrutement, mais qui avaient l'avantage de finalement créer une espèce d'homogénéisation des profils qu'avec Parcoursup, on n'a plus tout à fait. On avait quasiment 0 bachelier avant. Maintenant, on a quasiment 40 à 42% de bacheliers, de néo-bacheliers qui arrivent dans nos formations. Et autant dire qu'ils n'ont pas le même niveau de formation que quelqu'un qui a fait 1 ou 2 ans de prépa, notamment dans des matières fondamentales type les maths, la physique et la biologie, puisqu'il y avait un certain rattrapage. Donc on est passé de 1% de bacheliers à peut-être 42%, et les cours qu'on leur dispense n'ont pas forcément été prévus, ou en tout cas sont plus adaptés au niveau actuel des gens qui arrivent dans nos formations. Donc ça nécessite quoi? Ça nécessite que nous, on doit rajouter des cours de rattrapage pour aller rattraper le niveau. Et si on doit arriver au même endroit qu'on arrivait avant, du coup on a des contraintes de temps qui deviennent quasi intenables. Et ensuite, il y a eu une divergence entre les écoles. Alors ce n'est pas une divergence qui est un problème en soi, mais forcément, comme tout le monde dans les écoles avait bien conscience des problématiques de ce BO, chacun de son côté a commencé à adapter, on va dire, la formation à ses intérêts spécifiques, à ses compétences spécifiques, plus universitaires, moins universitaires, plus appliquées, plus d'acoustique, plus d'électronique, plus de traitement du signal. Ça dépendait des cas. Et de la même manière, les écoles qui se sont ouvertes, finalement, ont adapté le BO à ce qu'eux avaient envie de faire. Donc on a une divergence. Néanmoins, sur cette divergence, finalement, Parcoursup a eu cet intérêt qu'on a eu des points de convergence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Parcoursup est arrivé, il a fallu qu'on se mette tous autour de la table pour se dire OK, qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui veut rentrer dans le DO d'audioprothèse? Donc on s'est tous remis autour de la table. Là, on s'était un peu perdu de vue. Mais on s'est tous remis autour de la table. Et puis en plus, derrière, en novembre 2021, il y a eu le fameux rapport IGAS-IGESR. Alors, je ne vais pas détailler les acronymes, je vais faire pas mal de name dropping, il y en a plein. Mais globalement, c'est des instances gouvernementales qui ont manifesté aussi le besoin de cette formation de subir une réingénierie, donc un aggiornamento, de bénéficier d'une universitarisation et éventuellement de créer des passerelles, de bénéficier de l'apprentissage, de bénéficier de la formation continue et plein d'autres choses. Donc plein de recommandations. Et sur ce, très peu de temps après, on a eu la fiche RNCP, donc M. Bavu et M. Doc vous en ont parlé, la fiche RNCP finalement c'est un espèce de décret qui va définir toutes les compétences
que doit avoir un audioprothésiste à la sortie. Donc on a une fiche RNCP, qui est la fiche RNCP 36110, qui est active depuis 2022. Et très peu de temps après, on a eu le collège et toutes les écoles qui se sont dit « super, on a des compétences ». C'est un bon start finalement pour commencer à réfléchir à remettre sur la table une réingénierie qui avait été avortée en 2012 et on va remettre les mains dans le cambouis. Et donc avec cette idée-là, toutes les écoles et le CNA, on a fondé le CCFUA qui est une espèce de conseil des écoles pour essayer de se motiver tous ensemble à faire une réingénierie. Et donc une réingénierie vers quoi? Donc l'idée c'est quoi? L'idée finalement elle n'est pas si compliquée que ça. Le DE c'est déjà un bac+3. Mais en fait, c'est un bac+3 qui, du point de vue de l'Europe et du point de vue de la quantité d'enseignement, en fait, ça ne vaut pas tout à fait un bac+3. Sur les grilles salariales, par exemple, à l'hôpital, pour ceux qui y vont, on tombe pas, vous tombez pas, parce que moi, je ne suis pas audio, mais vous tombez pas sur des grilles salariales de bac+3, vous tombez sur des grilles salariales de bac+2. Et même au niveau européen, ça ne correspond pas tout à fait à un bac+3. Ça fait qu'en théorie, si vous voulez poursuivre en master, à part les masters qui vraiment bénéficient de dérogations pour accueillir des audioprothésistes, en fait, vous n'avez pas accès à un master. Vous ne pouvez pas. Et cette raison, elle tient principalement au volume d'enseignement théorique. En fait, le BO de 2001 prévoit autour de 860 heures d'enseignement théorique. Pour une vraie licence, il faut tourner autour de 1500 heures. Donc, il y a un gap qui est assez important. Alors, bien sûr, on peut jouer sur les mots d'enseignement, la notion d'enseignement. Est-ce que ça inclut le travail personnel? Est-ce que ça inclut pas le travail personnel? Est-ce que les projets, ça rentre? Est-ce que les projets, ça rentre pas? Donc, on peut jouer un peu sur les mots, mais le gap, il est tellement grand que là, pour l'instant, c'est compliqué de jouer sur les mots. L'autre chose, c'est qu'en fait, en 25 ans, la pédagogie a complètement changé. La pédagogie 2001, c'était une pédagogie de la connaissance. Il fallait avoir un certain nombre de connaissances pour sortir du cursus. Toutes les disciplines paramédicales, notamment, ont vraiment switché sur une pédagogie de la compétence. Qu'est-ce que je dois savoir faire à la sortie? Et puis ensuite, on a eu ce besoin d'universitarisation. Je vous parlais du LMD tout à l'heure, licence, master, doctorat. Cette universitarisation, elle est poussée par l'HCERS, qui est l'instance qui gère finalement les disciplines universitaires à la faculté. Et on a eu une section CNU, donc une section universitaire 91, dans laquelle l'audioprothèse se retrouve, qui est la section réhabilitation, et qui aide à l'universitarisation de cette filière. En fait, si on veut une filière de recherche et d'enseignement en audiologie, c'est par là qu'il faut passer. On aimerait bien dépasser le cadre de l'audioprothèse et qu'on devienne vraiment une filière de l'audiologie en France. Donc pour ça, on a des moyens qui sont disponibles en vrai. Le volume d'enseignement, je vous l'ai dit, on peut jouer sur les mots, et en fait, au-delà de jouer sur les mots, on a maintenant des moyens d'enseignement qui ne sont plus les mêmes qu'en 2001. Le concept de l'enseignant qui arrive devant un amphi de X personnes et qui professe son savoir, le savoir, on l'a tous à portée de main sur notre smartphone, justement. On a des grandes quantités de savoir. Et donc la façon d'enseigner a grandement changé. Donc on a certaines UE qui se rajoutent, d'ailleurs naturellement. On a l'UE numérique en santé qui est rajoutée, qui est obligatoire pour toutes les formations, une UE transition durable, et on peut rajouter aussi des enseignements sur des matières qui paraissent pertinentes à rajouter, les neurosciences, l'IA, les sciences humaines, l'anglais, la recherche. Et on a de nouvelles pédagogies qui permettent de soutenir finalement cette augmentation horaire sans avoir un problème de moyens. On peut faire une partie en distanciel, on peut faire des cours dématérialisés, on peut aller faire des cours inversés où c'est l'étudiant qui finalement, les étudiants qui entre eux alimentent leur savoir. Enfin, voilà, il y a plein de nouvelles pédagogies qui apparaissent qui nous permettent de résoudre le volume d'enseignement. Pour l'évolution pédagogique, je vous ai dit, en fait, l'idée c'est de passer sur, finalement, je connais comment fonctionne le système à finalement, qu'est-ce que je fais quand je vois tel problème et comment j'agis en fonction de ce que je sais. Et ensuite, l'universitarisation, finalement, elle n'est pas difficile. Si on se dit qu'on veut faire une licence, on a une licence, et une fois qu'on est en licence, on peut rentrer sur un master, sur un doctorat. Et une fois qu'on est rentré sur le LMD, on a des gens qui vont sortir en doctorat, qui auront un doctorat dans une matière d'audiologie, qu'on pourra qualifier en audiologie, et qui pourront devenir enseignants-chercheurs en audiologie. Et à partir de ce moment-là, on a une vraie filière universitaire et une vraie légitimité, on va dire, d'evidence-based medicine à aller vers là. Alors pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi ça ne se fait pas? En fait, ça c'est le temps politique. La réingénierie, elle a avorté en 2012. Effectivement, je vous ai dit, il y a eu le rapport IGAS qui a relancé un peu cet espoir d'avoir une réingénierie. D'ailleurs, derrière, il y a 3 ans, il y a le ministère qui est venu aux EPU qui a dit « Bon, la réingénierie, vous inquiétez pas, ça va arriver tout de suite ». Et puis donc on s'est dit, ok, c'est bien, ça arrive tout de suite, on est prêt, on vous aide, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et puis derrière, il y a la DGOS qui a dit, oui, non, mais ce serait bien qu'il y ait un décret de compétences métiers avant que vous mettiez en branle la réingénierie.
Et puis ce serait aussi bien de vérifier l'expérimentation licence santé à Cahors pour voir comment ça marche. Donc en gros, finalement, on joue quand même un peu la montre. Et puis vous avez une idée de l'état politique actuel de la France. On se doute bien qu'il y a d'autres problèmes à gérer que ce problème qui concerne finalement 350 étudiants par an. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Soit on continue d'attendre en espérant qu'un jour, avec notre motivation, on arrive à alerter la DGOS, la DGZIP, qu'il se passe quelque chose. Mais moi, j'ai des contraintes. Typiquement, dans 2 mois, il faut que je rende ma maquette HCERS. En gros, il faut que je dise qu'est-ce que je vais faire dans les 5 prochaines années. Et si je n'anticipe pas une possible réingénierie, ça veut dire que pendant 5 ans, soit je vais galérer à faire rentrer une nouvelle réingénierie dans ma maquette à l'ancienne, soit je vais devoir refaire une maquette complète et donc à nouveau avoir du travail. Donc l'idée, c'est que là, on a la vague A du LMD6 qui commence. Cette vague A, il y a l'école de Montpellier, l'école de Toulouse, l'école de Lyon, l'école de Clermont qui sont dedans. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se synchroniser tous les 4. J'en ai commencé à en discuter avec eux, pour essayer de voir si on peut avancer ensemble sur, alors, pas une réingénierie, on ne fera pas une réingénierie, mais sur une maquette qui commence à intégrer les éléments potentiels d'une réingénierie. Je vous remercie de votre attention. Quelques petites dates à se souvenir, donc la SFA pour l'audiologie, et puis la Journée nationale de l'audition pour l'Association nationale de l'audition. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons des intervenants très disciplinés sur le timing. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle éventuellement? Alors on passe à la suite, qui est un sujet très attendu, avec le grand projet de création d'un ordre professionnel pour les audioprothésistes. Et nous avons Erwan Lestrohan, directeur conseil au sein de l'Institut Odoxa, qui va nous dévoiler les résultats d'un sondage exclusif mené auprès des audioprothésistes, auprès de certains d'entre vous, quant à la création d'un ordre professionnel. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter les résultats de ce sondage, dès lors que les diapositives se seront affichées, évidemment. Voilà, et l'avantage, c'est que c'est un sondage qui est rendu public aujourd'hui, à partir de 17h, donc vous l'avez encore en exclusivité pour quelques minutes. Le souhait du Collège national d'audioprothèse, c'était de pouvoir réaliser un sondage qui, à la différence d'une consultation où chacun peut répondre, le sondage, il suppose qu'on construise un échantillon représentatif de la population qu'on va chercher à représenter. C'est-à-dire qu'on a représenté une mini-population des audioprothésistes pour rendre compte de leur opinion. On a construit un échantillon avec des quotas de sexe, d'âge, de statut, de catégorie d'établissement et de région d'activité pour interroger des audioprothésistes dans les mêmes proportions que ce qu'ils représentent sur le territoire national, en tenant compte des données de cadrage qu'il y a dans les enquêtes annuelles sur la démographie des professionnels de santé de l'adresse. C'est intéressant parce qu'on a vraiment une mini-population des audioprothésistes, mais finalement un taux de sondage qui est extrêmement satisfaisant parce que pour représenter les plus de 5000 audioprothésistes, on a 300 interviews. C'est un taux de sondage qui est bien meilleur que quand on interroge par exemple 1000 Français pour en représenter 50 millions. Donc, un taux de sondage très bon, un échantillon construit avec des quotas qui garantit la représentativité des résultats, c'est-à-dire qu'il y a autant de femmes dans l'échantillon qu'il y en a dans la population des audioprothésistes, et ainsi de suite pour l'ensemble des variables de quotas. Autre point sur la méthodologie, tout sondage est affecté de marge d'erreur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit notre échantillon représentatif, les résultats varient plus ou moins un certain nombre de points autour de la valeur, c'est lié à la taille de l'échantillon. Avec 300 interviews, la marge d'erreur est de 5 points. C'est-à-dire que pour un pourcentage observé de 30%, la valeur se situe entre 25 et 35%. Si je passe maintenant aux résultats du sondage, tout d'abord une première question qu'on a posée à nos 300 audioprothésistes représentatifs. Diriez-vous que vous êtes bien informés sur vos obligations concernant la mise à jour de vos pratiques professionnelles dans votre métier? 84% des audioprothésistes ont répondu oui. Mais quand on regarde les choses d'un peu plus près, on voit qu'ils n'ont été que 48% à nous dire oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il n'y en a que 1 sur 2 qui se sentent tout à fait bien informés sur ce sujet. Et surtout,
il y a de grosses différences selon les profils. Vous l'avez dans le cadre en bas à droite. 60% des succursalistes se sentent tout à fait bien informés sur leurs obligations concernant la mise à jour de leurs pratiques professionnelles dans leur métier. On tombe à 23%, 3 fois moins chez les mutualistes. 54% des libéraux contre 45% des salariés. 51% des audioprothésistes qui exercent depuis 20 ans et plus, contre uniquement 41% des nouveaux venus dans la profession, de ceux qui exercent depuis moins de 5 ans. Donc il y a des différences significatives sur ce sujet, et le besoin d'action semble encore plus fort sur d'autres sujets. On a demandé, diriez-vous, que dans le métier d'audioprothésiste, les pratiques professionnelles et les autorisations d'exercice sont suffisamment bien contrôlées. 61% des audioprothésistes ont répondu non, et même 20% ont répondu non, pas du tout. Donc il y a vraiment ce sentiment qu'il faut améliorer le contrôle des pratiques professionnelles et des autorisations d'exercice. C'est encore plus prononcé chez les libéraux, qui sont 80% à le penser, contre 54% des salariés, chez les indépendants, chez les succursalistes, chez les 50 ans et plus, ils sont 69% à considérer les audioprothésistes âgés de 50 ans et plus que les pratiques professionnelles et les autorisations d'exercice sont suffisamment bien contrôlées, contre 52% des moins de 30 ans. Et on a une vraie différence aussi d'appréciation selon le diplôme. 67% des titulaires d'un diplôme français considèrent que les pratiques professionnelles et les autorisations d'exercice ne sont pas suffisamment bien contrôlées, contre uniquement, c'est l'inverse, 36% des titulaires d'un diplôme européen. Là où il y a des attentes aussi, c'est sur la protection des patients. 77%, vous l'avez dans le graphique de droite, 77% des audioprothésistes considèrent que les patients ne sont pas correctement protégés contre les publicités trompeuses et les mauvaises pratiques. C'est un sentiment qui est encore plus fort chez les libéraux, chez les indépendants, chez les succursalistes, vous l'avez dans le cartouche. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est quand même très largement partagé. 3 audioprothésistes sur 4 considèrent que les patients ne sont pas correctement protégés contre les publicités trompeuses et les mauvaises pratiques. On a aussi sondé l'opinion des audioprothésistes sur le souhait, selon eux, que soit mise en place une instance de régulation de la profession pour différentes missions. Et ce qu'on observe, c'est que sur la diversité des mentions qu'on a testées, le soutien des audioprothésistes a été extrêmement élevé. C'est même rare dans un sondage d'opinion de mesurer des taux aussi élevés. 93% des audioprothésistes seraient favorables à la mise en place d'une instance de régulation pour lutter contre les fraudes et l'exercice illégal. Ça va avec le sentiment qu'on observait avant que les patients ne sont pas assez protégés. 91% sont favorables à la mise en place d'une instance de régulation pour veiller à l'exercice réglementaire et déontologique de la profession. On a aussi un soutien très fort à ce qu'une instance de régulation soit mise en place pour assurer la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients, 86%, pour gérer les litiges et les règles concurrentielles en faisant appliquer la réglementation, 86% également, de même que pour assurer la promotion de la profession et de ses réputations. C'est-à-dire que pour toutes ces missions qui peuvent être assumées par un ordre, on voit qu'il y a un soutien très fort de l'opinion. Et d'ailleurs, quand on demande très concrètement aux audioprothésistes, seriez-vous favorables à la création d'un ordre des audioprothésistes, le résultat est vraiment tranché. Ça ne prête pas à la polémique. Il y a 3/4 des audioprothésistes qui ont été interviewés, 73%, qui nous ont dit « oui, c'est nécessaire pour réguler la profession et faire respecter la déontologie », contre uniquement 27% qui nous ont dit « non, ces besoins sont déjà remplis ». Et cette majorité, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle est significative, quels que soient les profils des audioprothésistes. Vous l'avez dans un tableau à droite. On voit que la part de personnes favorables chez les audioprothésistes à la création d'un ordre, elle est très élevée, qu'on se situe chez les hommes ou chez les femmes, dans la jeune génération et chez les audioprothésistes les plus anciens. Dans la jeune génération, ça confirme d'ailleurs un sondage que la FNEA avait fait auprès des étudiants. On voit que la génération est plutôt même moteur sur le soutien à la création d'un ordre. Le soutien est également élevé chez les salariés, chez les indépendants, et quelles que soient les catégories d'enseignes, et même le diplôme. Alors, 62% des titulaires d'un diplôme européen sont favorables à la création d'un ordre. C'est un peu plus élevé chez les titulaires d'un diplôme d'État français, 75%. Néanmoins, quel que soit le diplôme qu'on possède, on est au moins 6 sur 10 à être favorable à la création d'un ordre. Donc, on peut parler d'une franche approbation, d'autant plus que
parce que c'est vrai que la question d'être favorable à la création d'un ordre, c'est bien, mais après d'être favorable à payer une cotisation, ça freine toujours un peu les gens. Donc c'était important, derrière ça, au-delà du fait de dire je suis favorable à la création d'un ordre, d'avoir une question un peu plus impliquante, en disant concernant la cotisation annuelle à verser pour être membre de l'ordre des audioprothésistes, les montants suivants vous paraissent-ils raisonnables? 800 €, uniquement 5% des audioprothésistes ont dit qu'ils jugeraient ce montant raisonnable. 700 €, ils sont que 6%. 600 €, ils sont 8%. 500 €, ils sont 27%. À dire que ce serait un montant raisonnable. Presque la moitié des audioprothésistes favorables à la création d'un ordre, 44% seraient favorables à une cotisation de 400 €. Et une cotisation de 300 €, c'est un montant qui est accepté. 82% des audioprothésistes qui sont favorables à la création d'un ordre jugent que ce serait une cotisation raisonnable. Et là, c'est le moment un peu mathématique de la présentation. On a 73% d'une part des audioprothésistes qui sont favorables à la création d'un ordre. Parmi ceux-ci, 82% qui jugent que c'est raisonnable de faire payer une cotisation de 300 €. Si je multiplie ces 73% fois 82%, j'arrive à 60% des audioprothésistes qui sont à la fois favorables à la création d'un ordre et favorables à une cotisation, et jugent qu'une cotisation de 300 € est raisonnable. Donc il y a un soutien très fort, et ce n'est pas seulement un soutien déclaratif de principe dans un sondage. On voit bien que quand ça s'accompagne d'une cotisation, le taux d'accord reste élevé. Donc pour vous redonner, avant de répondre à vos éventuelles questions, pour vous redonner les principaux enseignements du sondage, c'est vraiment cette part d'audioprothésistes favorables à la création d'un ordre élevé qu'il faut bien avoir en tête. Parce que les audioprothésistes aujourd'hui se sentent bien informés sur leurs obligations concernant la mise à jour de leur pratique professionnelle, mais il y a un potentiel d'amélioration là-dessus. On voit que ceux qui se sentent tout à fait bien informés, ils sont que 1 sur 2. La majorité, par contre, des audioprothésistes ressentent un déficit sur les pratiques professionnelles et les autorisations d'exercice. Ils ne les jugent pas suffisamment bien contrôlés, à 61%, et ils considèrent que les clients ne sont pas suffisamment bien protégés contre les publicités trompeuses et les mauvaises pratiques. Ils sont très favorables à ce qu'il y ait de la régulation. Dans ce contexte d'opinion, c'est assez logique, et ils soutiennent la création d'une instance de régulation pour chacune des missions que pourrait assumer un ordre, comme lutter contre l'exercice illégal, le contrôle réglementaire et déontologique, la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients. Autrement dit, le terrain d'opinion est extrêmement favorable, et ça se répercute dans le soutien très fort à la perspective qu'un ordre soit créé. 73% des audioprothésistes sont favorables à la création d'un ordre. 82% de ceux-ci jugent qu'une cotisation annuelle de 300 € serait raisonnable. Autrement dit, 6 audioprothésistes sur 10 dans notre échantillon représentatif sont favorables et au principe de la création d'un ordre et jugent raisonnable une cotisation annuelle de 300 €. Voici pour les principaux enseignements du sondage. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup pour ces résultats et qui sont en effet impressionnants dans leur précision et la large légitimité de cette enquête. Alors après cette session presque mathématique, nous allons changer de sujet pour clôturer cette première journée et nous allons aborder un sujet presque philosophique. La déontologie d'une profession de santé est-elle le fondement de la reconnaissance? Donc voilà, vous avez 4 heures avant qu'on passe au dîner. Non, en fait, nous avons à peine 1 heure et je vais inviter à me rejoindre sur scène pour parler de ce sujet et croiser les regards. Alors, je vais demander à Leïla Charrier, qui est présidente de la Fédération nationale des étudiants en audioprothèse. Morgane Moret, qui est avocate associée chez Square. Guillaume Baugin, qui est président de l'Association de réadaptation et défense des devenus sourds. Louise Godineau, vice-présidente du syndicat des audioprothésistes, et Mathieu Del Rio, président du Collège national d'audioprothèse. Et nous aurons en visio qui va nous accompagner Éric Proux, qui est président du Conseil national de l'Ordre des pédicures podologues. Alors, Guillaume à côté de moi, et après, comme vous voulez. Donc je vais laisser chacun
présenter vos visions, vos positionnements et vos structures évidemment respectives. Et ensuite, on essaiera de croiser les regards sur ce vaste sujet. Alors pour des questions pratiques, je vais d'abord donner la parole à notre invité à distance qui va faire le lien avec le sujet qu'on vient d'aborder. Donc Éric Proulx, vous êtes président du Conseil national des pédicures podologues et en exercice dans la région nantaise. Le CNOPP va fêter ses 10 ans l'an prochain. Est-ce que vous pouvez nous livrer vos réflexions sur comment et pourquoi créer un ordre pour une profession de santé et quel a été un petit peu le parcours que vous avez vécu dans la création de l'ordre de votre profession? Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci au Collège national de son invitation et vraiment navré de ne pas pouvoir être présent physiquement avec vous à Lyon. Je vais effectivement essayer de vous faire part un petit peu de notre expérience. Alors, l'Ordre national des pédicures podologues ne va pas fêter ses 10 ans, mais ses 20 ans l'année prochaine, puisqu'il a été mis en place en 2006. Donc, je peux avoir un recul sur l'intérêt de l'Ordre. Je viens de suivre les résultats du sondage qui sont quand même assez impressionnants. Donc, je vais essayer par mes propos de confirmer et d'essayer de convaincre les 27% que l'ordre a un vrai intérêt pour une profession. Alors, je vais repartir sur le sujet de la déontologie. Je voudrais refaire un petit peu de sémantique et revenir à la définition de la notion de déontologie qui est souvent couplée avec la notion d'éthique. La déontologie, ça vient du grec et ça signifie obligation et devoir. Donc, c'est l'ensemble des devoirs inhérents, la déontologie, à l'exercice d'une profession, quand l'éthique est la science de la morale que l'on peut définir par la formule suivante, quoi faire pour bien faire. Et la déontologie, pour une profession à ordre, elle est matérialisée par le code de déontologie et qui s'applique à toute la profession et qui est le socle de l'ensemble des obligations et des devoirs. Une profession s'engage à respecter pour garantir une pratique conforme à l'éthique. On retrouve ici le lien et la complémentarité entre nos deux notions d'éthique et de déontologie. Alors, le code de déontologie d'une profession à ordre, pour nous, quand on a créé l'ordre en 2006, il a été préparé, écrit et préparé et proposé par l'ordre. Il a été discuté avec la Direction générale de l'offre de soins. Il a été soumis à l'avis de l'autorité de la concurrence. C'est un avis consultatif pour se terminer par un avis du Conseil d'État, puisque le code est publié sous forme de décret au sein du Code de la santé publique, ce qui lui donne une valeur réglementaire et juridique majeure. Le code n'est pas figé, puisque nous, on est rendu à notre 5e version depuis 2007. Le premier code a été publié en 2007, et nous en sommes aujourd'hui à notre 5e version. Il fait régulièrement l'objet de modifications pour s'adapter aux évolutions professionnelles, mais aussi sociétales. Dernier exemple en date, c'est on a dû modifier, adapter nos dispositions pour répondre à la loi sur les violences intrafamiliales, avec un article spécifique qui répond et qui permet de guider le praticien, puis aider le patient à effectuer des démarches ou des signalements en cas de détection de violence intrafamiliale. Donc, le code y vit régulièrement. Et notre code, mais comme la plupart des codes, en fait, il est structuré en sections. Section que je viens, en fait, quand j'ai suivi le sondage, les résultats du sondage, c'est effectivement, on a dans notre code de déontologie ce qu'on appelle la section les devoirs généraux. On va retrouver ici des articles qui vont avoir plus attrait à l'accès à la profession, aux modalités d'inscription au tableau de l'ordre. On a des devoirs, une section sur les devoirs envers les autres professionnels pédicures podologues, mais aussi les autres professionnels de santé. Il y a une section sur les devoirs envers les patients, qui est importante, c'est le sujet aussi du jour. Et puis, on a une section sur les modalités d'exercice. Et cette section, elle est aussi importante parce que dans ces modalités d'exercice, on renvoie à des recommandations qui sont édictées et écrites par l'ordre sur
recommandations, par exemple, sur la communication et l'information délivrée aux patients, ou sur l'installation et le plateau technique nécessaire et suffisant pour un cabinet de pédicurie podologie. Et puis, dans les devoirs généraux, j'en reviens, c'est la mission administrative de contrôle et d'accès à la profession. J'ai vu dans le sondage, on a tous vu que 61% des audioprothésistes sondés pensaient que le contrôle et l'accès étaient améliorés. Donc, au-delà de ces missions, on a aussi une mission de promotion de la santé publique. Les 7 ordres de santé aujourd'hui ont cette mission de promotion de la santé publique. Donc, c'est des missions qui vont au-delà de notre champ d'exercice propre. Nous avons des conventions de partenariat, par exemple, avec la Mivilude pour le travail sur les dérives sectaires et pour travailler sur la lutter contre les dérives thérapeutiques. On a une convention aussi de partenariat avec la MIPROF. On signe les ordres régulièrement, la charte pour la vaccination des professionnels de santé. Enfin, on a tout un tas de sujets sur lesquels nous sommes consultés, nous sommes associés, et ce sont vraiment des sujets qui vont au-delà de la pratique pure du pédicure podologue. Donc, c'est vrai que l'accomplissement de ces missions, et notamment la mission de régulation du contrôle de l'accès à la profession, est importante parce qu'elle permet d'assurer aux patients qu'il s'adresse à un professionnel qui a les diplômes et les compétences requises pour garantir toutes les conditions de moralité et d'indépendance. La moralité et l'indépendance du professionnel, c'est un dénominateur commun à toutes les professions à ordre. Il y a les 7 professions de santé, mais il y a aussi, en France, vous le savez peut-être, 16 professions qui sont dotées d'une instance ordinale. Professions du cadre technique, les avocats, les géomètres experts, etc. Et on a tous un dénominateur commun, c'est l'indépendance du professionnel et la protection du patient ou du client en fonction de l'exercice de la profession. Donc cette mission de régulation, de contrôle d'accès à la profession, de contrôle de la formation du professionnel, puisque l'ordre garantit la compétence des professionnels. Cette mission va être renforcée avec la mise en place de la certification, puisque c'est l'ordre qui contrôlera le respect de l'obligation de certification des professionnels, permet et est de nature à renforcer un lien de confiance important avec le patient. Alors, je ne sais pas si vous vouliez, on avait échangé un petit peu en amont, si vous voulez que alors, je peux parler aussi de la mission juridictionnelle, puisque c'est une des missions importantes, puisque le code de déontologie fixe des devoirs et des obligations, et si ces devoirs et ces obligations ne sont pas respectés, cela peut entraîner des litiges, il peut y avoir des plaintes de patients, il peut y avoir des plaintes d'un autre professionnel, un litige entre 2 professionnels, et donc on a une mission juridictionnelle qui se passe en 3 étapes. On peut aller jusqu'à 3 étapes. Il y a une première étape qui s'appelle la conciliation. Et la plupart des litiges d'expérience s'arrêtent en conciliation. On réunit les 2 parties et on concilie. Si conciliation il y a, le litige s'arrête à ce stade. S'il n'y a pas conciliation, il faut mettre en place une procédure de chambre disciplinaire de première instance qui va statuer. Et si cette CDPI aboutit à une sanction qui n'est pas acceptée par l'une ou l'autre des 2 parties, et il y a une chambre d'appel qui est la chambre disciplinaire nationale. On a le même schéma pour une autre juridiction parallèle qui est la section des assurances sociales qui, elle, va régler les litiges entre le praticien et la caisse d'assurance maladie, et notamment sur les abus de cotation, sur les fraudes, sur les indus, etc., qui sont en lien avec l'assurance maladie. Donc, toutes ces missions sont importantes. Elles sont de plus en plus importantes parce que, en fait, on est un organisme privé, mais avec des missions de service public importantes, et de plus en plus, l'État nous confie des missions comme celle
de contrôler la bonne certification des professionnels. Sur les missions, je vais en rajouter une aussi qui est importante parce qu'on parle de conseil de l'ordre. Alors, ça fait toujours un peu peur, le conseil de l'ordre, mais dans le conseil de l'ordre, il y a conseil. Donc, il y a aussi une vraie mission d'accompagnement et de conseil de nos professionnels, notamment sur l'application des contrats d'exercice. Mais aussi, on a une commission entraide et solidarité qui peut venir en aide à nos professionnels qui se trouvent dans des difficultés passagères, voire pérennes. Dernière dossier en date, c'était malheureusement ce qui s'est passé à Mayotte l'année dernière, où on a dû accompagner financièrement nos 3-4 pédicures podologues qui étaient sur le territoire de Mayotte et qui avaient quasiment tout perdu. Pour qu'ils puissent repartir, retravailler et reconsulter assez rapidement et pouvoir garder une offre de soins en pédicure et podologie sur le territoire. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des missions d'un ordre. Assez rapidement, je ne sais pas de combien de temps je dispose. Je voulais juste préciser quand même, en sorte de conclusion, que l'ordre, c'est avant tout l'instance qui est l'instance de la profession, qui apporte une reconnaissance à la profession, mais qui améliore aussi les pratiques professionnelles, avec pour objectif principal la qualité et la sécurité des soins au bénéfice du patient, parce que c'est le patient qui est au centre de notre travail, de nos missions, de nos travaux. C'est l'essence même de notre mission de service public. Le patient, c'est dans l'intérêt avant tout du patient. Et la déontologie, elle va garantir le respect du secret professionnel, je le précise, je le répète, l'indépendance du professionnel, mais aussi la compétence du professionnel. Merci de votre attention. Je ne sais pas si vous voulez... Merci à vous. Je crois que vous allez peut-être rester avec nous, mais sinon, une dernière question. Oui. Est-ce que vous avez constaté une sorte de avant-après ordre en termes justement de reconnaissance, de confiance des patients, de sollicitation peut-être des pouvoirs publics, des autorités de santé, etc. Est-ce qu'il y a un avant-après? Il y a un avant-après. En fait, c'est vrai que l'ordre, ça a été un accélérateur de reconnaissance pour notre profession important. On va faire les bilans des 20 ans, comme je vous disais. J'étais ce matin avec les équipes de l'ordre. On est en train de préparer un événement à ce sujet-là. Les compétences acquises par notre profession depuis une quinzaine d'années sont majeures. En termes d'accès direct, de profession de soins de premier recours, on a acquis de nombreuses compétences de prescription. Le diagnostic en pédicurie podologie, l'accès direct, nous, on est une profession qui a l'accès direct. Il y a d'autres professions qui cherchent et qui travaillent à avoir l'accès direct. Nous, on a l'accès direct. Et l'ordre a porté beaucoup de travaux. On va avoir, la ministre nous a annoncé qu'on allait avoir la possibilité de mettre en place un protocole national sur la prise en charge de l'ongle incarné sans douleur, c'est-à-dire avec un acte dérogatoire qui va être une petite anesthésie, ce qui était pour nous, il y a 10-15 ans, impensable. Il reste un chantier important sur lequel on travaille, et j'ai assisté aussi, parce que je me suis connecté un petit peu en amont, on a les mêmes soucis que vous sur la formation, sur l'universitarisation, et on est exactement dans le même cas que vous. On souhaite vraiment passer à notre formation au-delà des 3 ans, à 4 voire 5, et rentrer dans un système beaucoup plus universitaire. Mais oui, il y a une reconnaissance aussi des patients, mais il y a une reconnaissance institutionnelle importante, très importante. On est sollicité quasiment toutes les semaines, nous sommes sollicités dans des auditions par les parlementaires. Les dernières auditions auxquelles on a été sollicité, ça a été sur les dérives thérapeutiques il y a quelques mois, mais aussi sur les mutuelles, sur l'accès aux soins, bien entendu, sur l'évolution des formations de santé.
Donc on est sollicité sans cesse, en fait, ce qui n'était pas le cas avant l'ordre. Alors après, on a nos missions bien définies, il ne faut pas opposer les uns et les autres. On a un peu la même structuration dans notre profession que la vôtre, puisqu'on a aussi un collège national qui est l'instance scientifique, on a une fédération nationale des podologues qui fait son travail, qui est le syndicat représentatif de la profession. On a chacun nos missions, mais on travaille aussi. La semaine prochaine, on a une réunion de travail, nous aussi, avec la Fédération nationale des podologues sur les pratiques, notamment la pratique de l'ongle incarné. Donc, on travaille ensemble. Et il y a une unité dans notre profession, je pense aussi dans la vôtre, parce qu'on n'est pas des grosses professions en termes de nombre de professionnels. Donc, c'est important. Et puis, je vais faire juste une petite aparté sur la cotisation ordinale. Donc, j'ai vu que 300 € serait acceptable par les professionnels. La nôtre est à 384. Alors, parfois, ça fait un petit peu tousser, un petit peu gronder, mais en fait, quand on met la structure en place, il faut évaluer les besoins, financiers qu'il faudra pour mettre la structure en place. Combien de conseils interrégionaux, combien d'élus. Et puis, il y a de toute façon, pour tous les ordres, des frais incompressibles. Donc, qui sont les mêmes que ce soit l'ordre des infirmiers où il y a 500 000 infirmiers que l'ordre des pédicures podologues où on est 15 000. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience précieux et argumenté. Merci. Alors, je passe la parole maintenant à Mathieu Del Rio. Donc, vous êtes président du Collège national d'audioprothèse et à l'origine donc de cette journée. Dites-moi en quoi la déontologie est et doit être au centre des professions de santé et quelles seraient les spécificités du métier d'audioprothésiste dans ce domaine-là et en quoi cela peut vous ancrer encore plus, c'est un sujet qui vous est cher, dans le domaine de la santé. Merci Monsieur Proulx pour votre intervention, cher Eric. C'est toujours un plaisir de vous entendre, de vous écouter. On voit bien l'avant-après. Je trouvais que c'était une question qui est assez intéressante. Nous, au niveau du collège, on porte en effet cette question de l'ordre, mais bon, donc l'ordre, il n'y a plus vraiment de sujet après les chiffres qu'on a vus tout à l'heure sur le fait que la population soit professionnelle, soit pour ou contre. Mais le vrai sujet aujourd'hui, en effet, c'est le code de déontologie. Et on en parle beaucoup et je pense que c'est un élément qui est quand même essentiel. Pourquoi ? Parce que notre métier d'audioprothésiste dépasse, vous le savez tous, largement un aspect purement technique. Un audioprothésiste, c'est pas un professionnel qui va acheter et vendre un appareil, il y a tout un accompagnement. Il a un rôle central au niveau de la prévention également, de l'accompagnement des troubles auditifs. Et ce rôle complexe et très complet va venir... en parallèle, va venir se heurter à une problématique que vous connaissez tous, c'est-à-dire c'est l'augmentation du vieillissement de la population, la baisse du nombre de spécialistes ORL, et donc nécessairement, et les propos de M. Proulx sont très intéressants, des potentielles délégations de tâches qui sont, je pense, demandées en plus par nos confrères, nos amis ORL, qui n'était pas possible finalement dans votre cadre des pédicures podologues avant l'ordre et qui le deviennent avec l'ordre. C'est-à-dire que je pense que d'une certaine manière, on veut de la délégation de tâches, on veut pouvoir... peut-être que nos audiogrammes soient utilisés à but diagnostique, peut-être, on en entend parler, il y a un projet d'expérimentation, peut-être être amené à nettoyer des conduits auditifs ou à sortir peut-être un petit peu de cérumen dans le conduit auditif d'une manière ou d'une autre. Ça se fait d'ailleurs au Québec qui dispose également d'un ordre. Donc c'est-à-dire que je suis intimement convaincu que de toute façon, et la preuve en est, on vient de l'entendre, la délégation de tâches ne sera possible que si un cadre est mis en place. Voilà, ça me paraît absolument nécessaire. Alors cette déontologie, pour moi, c'est un levier de reconnaissance. Alors je rebondis toujours sur les propos de M. Proulx. On ne s'est pas concerté, donc c'est vraiment le sens. Donc je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'il va permettre de formaliser un engagement d'une profession par rapport à des patients. Voilà, l'engagement de l'ordre, il est par rapport aux patients. Et je suis très heureux qu'on ait donc le représentant donc de l'association de malentendants, le premier concerné, il est là en fait. Puisque notre métier, il est centré sur le malade. Et c'est trop rare, en fait, d'avoir des patients et d'avoir vraiment une vision un peu globale de quelqu'un à responsabilité, mais du point de vue des patients. Et notre travail, il doit être centré sur le soin auditif du malade. Pour cela, ce code de déontologie, il va falloir qu'il soit clair.
il va nous permettre de sécuriser les soins. C'est-à-dire à savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que je peux faire une empreinte comme ci? Est-ce que telle personne peut faire ça? Est-ce que mon assistante, elle peut connecter un appareil ou pas? Tout ça, aujourd'hui, c'est pas formalisé. D'accord? Ou en tout cas, c'est pas cadré et un code de déontologie permettrait de le faire. Il va permettre, ce code de déontologie, une indépendance professionnelle. C'est-à-dire que le responsable de l'acte audioprothétique, l'audioprothésiste, est pleinement responsable de son acte professionnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas subir, entre guillemets, des méthodologies qui ne seraient pas conformes à son éthique ou qui ne seraient pas conformes au code de déontologie. Et ensuite, elle va permettre, bien entendu, une crédibilité par rapport aux patients et par rapport au pouvoir public. Et on se rend bien compte, dans ce qu'on vient d'entendre, que les professions ordinales sont clairement identifiées. C'est une espèce de guichet unique. Et donc, finalement, que ce soit les patients ou les pouvoirs publics savent à qui s'adresser. Ça, c'est pour la première partie, au niveau donc, de ce levier de reconnaissance. Et le deuxième, et je pense qu'à un moment donné, et puis on en reparlera un petit peu après, aujourd'hui, nous avons une double appartenance. Nous avons une double appartenance. Nous avons une appartenance qui peut être considérée comme commerciale et nous avons une appartenance qui peut être considérée comme domaine de la santé. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser la question, il va falloir assumer de quel côté on se place. Voilà. Est-ce qu'on est clairement orienté dans le domaine du commerce? Ça peut être un choix, je veux dire, j'ai pas de problème, on discute. Ou est-ce que ça peut être clairement ancré dans le domaine de la santé? Alors l'histoire de notre profession, on en parlera à la fin de la journée, nous montre que notre profession a été fondée dans le domaine de la santé. Voilà. Nos pères, ceux qui ont fondé notre profession, l'ont fondée comme une profession de santé à part entière. Ensuite, il y a des évolutions techniques, des évolutions de nombre de professionnels, etc., qui font qu'aujourd'hui, on a des exercices qui sont assez divers. Nous, ce qu'on pense au niveau du collège, et vraisemblablement ce qui ressort un petit peu des éléments qu'on a vus avant et de ce qu'on vient d'entendre, ça serait d'ancrer notre profession réellement dans le domaine de la santé. Et un code de déontologie permettra d'ancrer notre métier dans le domaine de la santé. Alors ce déploiement au niveau donc de ce code de déontologie, ou en tout cas ce code de déontologie ne doit pas rester un simple texte. Il y a des propositions très structurées qui ont été faites par le syndicat des audioprothésistes. Il y a des travaux sur lesquels on a travaillé, mais ça ne doit pas rester une lettre morte. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un texte, c'est bien de le structurer, c'est beaucoup de travail, mais encore faut-il qu'il soit appliqué. Alors, il y a deux leviers. Le premier levier, ça va être une prise de conscience collective des professionnels pour adopter et respecter les règles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un audioprothésiste, une personne qui fait le choix d'être audioprothésiste, qui suit son cursus, tel qu'il soit, peu importe, en tout cas qui a une autorisation et la possibilité de travailler en France, il faut qu'il sache qu'il y a un code de déontologie auquel il doit s'attacher et qu'il doit respecter. Donc c'est une prise de conscience du soin auditif, vraiment au sens noble du terme, centré sur le patient déficient. Et le deuxième point, alors donc je sollicite toutes les parties prenantes pour nous aider à continuer et à perfectionner les propositions en fait, parce qu'il y a des documents qui ont été rédigés et je pense que toutes les personnes de bonne volonté doivent pouvoir, que ce soit les patients, que ce soit les étudiants, etc., contribuer à construire ensemble un code de déontologie pour lequel donc l'ensemble des professionnels pourront se retrouver dans leur pratique. Et le deuxième point, il est clair, et là je reviens sur l'ordre, je suis désolé, c'est un peu mon cheval de bataille, mais c'est qu'un code de déontologie, s'il n'est pas opposable, c'est-à-dire s'il n'y a pas une organisation qui oblige à ce qu'il soit appliqué, il ne sera pas appliqué. Voilà. Et souvent, les détracteurs au niveau de l'ordre disent oui, mais finalement, ça rajoute une structure administrative, etc., etc. C'est à l'administration d'arbitrer ce genre de choses, c'est un entre-soi, etc., etc. Alors, je rappelle au passage que les représentants de l'ordre sont élus, donc s'ils font pas bien leur travail, ils sont pas réélus. Ils doivent rendre un rapport d'activité tous les ans, etc. Donc, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut, si on a un code de déontologie, mais qu'on n'a pas une organisation qui oblige son application, ça ne sera pas possible. Et je prends pour preuve, et Louise Godino le sait bien, la Convention de la sécurité sociale qui a été signée au niveau de la publicité n'est pas respectée. Voilà. Et nos administrations aujourd'hui ne sont pas en capacité de faire respecter les règles du jeu.
Voilà. Donc c'est vrai que les deux vont un peu dans le même sens, mais je pense qu'on doit commencer à construire donc ce travail, cet édifice, et puis ensuite de mettre en place donc une organisation qui permettra de bien cadrer les choses. Voilà, c'était un petit peu ce que j'avais à dire. Donc un travail de longue haleine et collégial. Oui, collégial, bien entendu. Je veux dire, ça se construit avec toutes les composantes de la profession. Je veux dire, en tout cas, moi, c'est l'idée que je m'en fais. De toute façon, qui aujourd'hui peut s'opposer à un code de déontologie? Je veux dire, qui peut s'opposer quand on est sur un métier qui est centré sur le patient? Je veux dire, ça paraît une évidence, mais je pense que là, il va falloir commencer à construire sérieusement les choses. Bien. Donc on va continuer à croiser les regards et à voir les avis des différentes parties prenantes. Donc Louise Godino, vous êtes ancien président et désormais vice-président du syndicat des audioprothésistes, qui compte quelques 1000 adhérents, je crois, sur les 5000 audioprothésistes en exercice en France. À quoi sert la déontologie? Est-elle utile, indispensable dans votre métier? Je pense que d'abord, je voulais remercier... Non, je suis embêtée. On n'aurait pas un scoop, hein. Je pense qu'on sera assez convergent avec Mathieu. Mais je voulais d'abord remercier Mathieu et les membres du collège pour leur invitation, hein. Ça nous rappelle des souvenirs, et à certains de vous dans la salle, puisque le collège nous a beaucoup invités ces dernières années. Et c'est un plaisir d'être là avec vous pour bientôt le 30e. Hein. C'est quoi, dans un an ou deux, hein, l'année prochaine. Donc merci encore. Avant de répondre à votre question, un mot, je crois que c'est Eric, bonsoir Eric, qui a parlé de protection des patients. Pourquoi un code de déontologie d'abord, avant de voir quelles seront ses conséquences? Et donc, c'est que, est-ce que les patients qu'on voit doivent être protégés? Les patients qu'on voit sont âgés quand même, hein. Il y a des gens qui sont jeunes qui se font appareiller, mais la majorité, hein, les statistiques sont connues, les 3/4 ont plus de 65 ans, la moitié a plus de 75 ans. Après, en plus, les gens, quand ils arrivent chez nous, ils restent jusqu'à leur décès. On a une patientèle parmi la plus âgée chez les paramédicaux, hein, puisque après, c'est par le décès que les gens arrêtent de venir nous voir. Ce sont des gens qui ont un impact sur leur qualité de vie, sur leur morale important, par le déficit auditif. Donc ce sont des gens souvent vulnérables, qui en plus, par leur âge, ont aussi d'autres problèmes de santé. Donc est-ce que ces gens-là doivent être protégés? Donc c'est la première des choses. Pourquoi faudrait-il une déontologie? Parce qu'on a affaire à des gens qui sont âgés, souvent parfois malades. Et dernier élément très important aussi qui expliquerait cette déontologie, c'est que les gens ne savent pas du tout ce qu'on va leur proposer. Ils n'y connaissent rien. Quand on va, enfin si on était, je sais pas, dans le secteur de l'habillement ou dans les locations de voitures, quand vous rentrez pour acheter un objet de consommation ou même un service bien connu comme une location de voiture, vous savez de quoi vous parlez. Vous pouvez avoir une offre low cost avec moins de possibilités ou une plus haut de gamme. Vous êtes capable de choisir. Chez nous, comme chez Eric, comme chez les médecins, comme chez les avocats, on ne sait pas. On ne sait pas, il y a une asymétrie de l'information. Donc, une population âgée, vulnérable souvent, et en plus, elle n'a aucune idée de ce qu'on lui propose, si c'est bien, si c'est pas bien, et jusqu'où on peut aller. Donc voilà, à la base, l'importance de la déontologie et le fait que c'est quelque part un peu scandaleux qu'elle n'existe pas encore chez nous. Parce qu'on a tout, on coche, les patients qui viennent nous voir cochent toutes les cases pour avoir une protection par de la déontologie. Alors, venons-en maintenant au fond de la question. D'abord, un ordre, il est chargé de la déontologie, mais un ordre, il est doté d'une mission de service public et de prérogatives de puissance publique. Je crois qu'Éric, tu l'as bien expliqué. Il y a tout un cheminement qui finit par un décret en Conseil d'État parce que cet ordre va avoir la possibilité même de sanctionner. Donc, en fait, c'est lourd de conséquences en droit. Et ça montre qu'un ordre a beaucoup plus de pouvoir que le syndicat ou que le collège. Hein. Nous, on peut dire ce qu'on pense, mais on ne sanctionne personne. On n'a pas cette possibilité-là. Donc, c'est bien pour cela que, pour protéger les patients, pour aussi éventuellement régler
les relations avec les confrères et avec les pouvoirs publics, que cet ordre va avoir besoin de ce code déontologique qui, en effet, sera un élément important. Parallèlement, un décret de compétence quand même, parce que je ne crois pas que l'ordre aille aussi dans le détail de ce que, je ne sais pas, Eric pourra nous répondre, parce que lui sait de quoi ça parle. Donc on a aussi besoin d'un décret de compétence, mais je crois que le ministère est convaincu qu'il nous en faut un, et on en aura un jour ou l'autre. On en parlait tout à l'heure aussi pour débloquer le dossier réingénierie. Donc cette deuxième responsabilité, donc d'abord mettre en place un code de déontologie, mais ensuite c'est le faire respecter en effet. Tu avais raison Mathieu, c'est quelque chose d'important, y compris éventuellement en infligeant des sanctions. Parce que un ordre va avoir comment dire, une répression éventuellement disciplinaire qui s'ajoute aux autres règles. C'est-à-dire que quelqu'un peut subir des sanctions pénales, civiles, administratives. La CPM peut le déconventionner, le patient peut l'attaquer en justice parce qu'il a été mal soigné, mais en plus, l'ordre va pouvoir ajouter à cela une sanction qui lui est propre et qui s'ajoute aux autres. Même un employé peut être sanctionné par son employeur, et bien là, il va y avoir ça en plus de tout le reste. C'est quelque chose qui est cumulatif. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de noter, puisqu'on a quand même 40 ou 50% de nos confrères, même plus que ça, qui sont salariés. À partir du moment où il y a un ordre et un code de déontologie qui est applicable, le salarié va avoir un engagement vis-à-vis de son employeur, bien évidemment, mais aussi vis-à-vis de l'ordre. Et il pourra d'ailleurs, on reçoit déjà, je suppose que vous aussi au collège, mais on reçoit parfois des signalements de certains salariés qui disent « mon patron me demande de faire ceci, cela, ça me paraît un peu border, un peu juste au niveau éthique ». Et bien là, il va pouvoir dire à son employeur « je suis désolé, mais le code déontologie donne un certain nombre de cadres et ça, c'est pas possible ». Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi. Et enfin, troisième mission qui est importante pour un ordre, c'est de tenir le tableau de l'ordre. On a parlé déjà aujourd'hui à plusieurs reprises des problèmes de certaines formations, de certaines qualifications qui sont pas tout à fait bonnes. Ça, c'est extrêmement important d'avoir des professionnels qui seraient capables de gérer cela parallèlement avec et en plus des pouvoirs publics. Donc la dernière mission, tu en avais parlé déjà Eric il y a quelque temps, c'est aussi cette mission de représentation. En fait, tu es sollicité très souvent, comme tous tes collègues dans les autres ordres, auprès du pouvoir public. Donc il faut bien mesurer que mettre en place ce code de déontologie, le besoin, c'est la vulnérabilité, l'âge des patients, la méconnaissance des patients des services qu'on leur offre. La conséquence sera en effet une reconnaissance. Et pourquoi il faut une reconnaissance? C'est pour reconnaître qu'en fait, s'occuper de personnes malentendantes qui n'y connaissent rien, qui sont vulnérables, et avec en plus des effets de l'appareillage, ça a été traité notamment ce matin, potentiellement très important en termes de santé publique, hein, qui permettent aux gens de mieux vivre, de moins décliner cognitivement, etc. Donc tout ça, ça montre que, pour revenir enfin à votre question, le code déontologie est vital. Il apportera une reconnaissance parce que c'est important ce que font les audioprothésistes pour les patients et leur rôle dans la santé publique en général. Merci beaucoup. Alors on va passer la parole aux futurs audioprothésistes avec Leïla Charrier. Donc vous êtes présidente de la FNEA, la Fédération nationale des étudiants en audioprothèse, qui est le seul syndicat étudiant sur ce métier. 950 adhérents répartis dans 11 écoles et vous êtes vous-même en 3e année à Cahors. Alors je crois savoir qu'au cours de votre mandat, vous avez deux grands chantiers, deux grands thèmes qui vous préoccupent. Celui de la réingénierie du diplôme, dont on a parlé tout à l'heure, et celui de la déontologie. Alors, j'ai deux questions pour vous. En quoi l'évolution de votre diplôme doit-elle ou inclura-t-elle cette dimension de déontologie et d'éthique dans la pratique à venir? Et quelle est votre vision, vous, en tant qu'étudiant et futur professionnel, de ce que doit être la déontologie et de ce que devrait être ce futur code de déontologie pour la profession? Merci. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par remercier le Collège national pour cette invitation qui nous permet de porter la voix étudiante à nouveau. Donc effectivement, tout d'abord, un des premiers gros chantiers, comme vous le dites, de notre fédération, c'est la réingénierie, donc qui permettrait l'évolution de notre référentiel de formation, qui à l'heure actuelle n'a pas été modifié depuis 2001.
Donc pour parler plus précisément de la déontologie, effectivement la réingénierie pourrait permettre d'intégrer cette notion éclairée de déontologie qui est centrale actuellement dans notre pratique qui concerne effectivement un public de patients vulnérables et dans le besoin. Donc de recentrer cette notion dans notre enseignement qui actuellement est complètement absente dans nos cours. Effectivement, c'est une notion qu'on voit forcément dans nos stages, mais c'est quelque chose qui n'est pas enseigné de façon éclairée. Dans notre formation actuellement, on a quand même beaucoup de stages avec une inégalité en termes de qualité de stage. On a eu des retours, des témoignages d'étudiants qui nous ont parlé de mauvaises pratiques dont ils ont été témoins pendant leur stage. Et ça, c'est des choses qui, à l'heure actuelle, effectivement, ne sont pas contrôlées. Aujourd'hui, l'apprentissage de la déontologie serait quelque chose de très intéressant à mettre en place, puisque avec l'évolution, notamment la référence Parcoursup, qui désormais accueille beaucoup d'étudiants tout juste diplômés du bac, pardon. C'est vrai que c'est des étudiants qui sont assez jeunes et qui n'ont pas forcément développé de sens critique. Donc pouvoir intégrer la notion de déontologie et d'éthique dans nos enseignements au cours des 3 ans, ça permettrait de pouvoir développer ce sens critique, puisque en 3 ans, en fait, les étudiants se retrouvent assez vite sur le monde du travail et n'ont parfois pas ces notions en tête. Donc parfois, avec leur stage, ils ont juste appris des mauvaises pratiques et ne se rendent pas forcément compte. De plus, on a eu quand même pas mal de retours d'enseignes qui financent des études à l'étranger ou à distance. Donc ces études, on ne va pas revenir dessus plus en détail, mais effectivement, ce sont des études qui ont des méthodes d'entrée beaucoup moins exigeantes que les écoles en France actuellement. Donc aujourd'hui, on a un décalage entre ces études-ci et celles qui sont faites en France. Et donc on se retrouve avec des étudiants qui n'ont pas forcément appris les mêmes méthodologies. Et donc ça perpétue en fait ces méthodologies qui sont parfois mauvaises. Donc avoir toute cette notion de déontologie parmi les études françaises permettrait vraiment de faire la différence. De plus, on voulait aussi faire un retour par rapport au texte du code déontologie des pharmaciens. On l'a relu un petit peu pour s'informer quand même, parce que c'est un gros sujet. Et c'est vrai que dans le texte de déontologie des pharmaciens, il est à l'encontre des diplômés forcément, mais aussi des étudiants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se sent concerné, chacun à titre personnel, mais aussi dans nos études pour apprendre les bonnes pratiques. Donc voilà, on voulait quand même en faire part également. Et puis, pour continuer un peu plus loin sur la perception étudiante, c'est vrai que comme ça a été dit juste avant, on est quand même dans des études paramédicales qui sont courtes, qui sont rapidement, dès la première année, au contact des patients. Donc c'est quand même un métier qui nécessite une certaine envie, une volonté de bien faire, d'être au contact des autres. Et dans notre formation actuellement, on nous apprend à accueillir, à guider, à suivre les patients correctement. Aujourd'hui, c'est un exemple qui est souvent donné, mais si mon grand-père devait se faire appareiller, je voudrais pouvoir avoir la garantie que peu importe où il va, il sera pris en charge correctement. Ensuite, je voulais revenir sur le fait que nous avons sondé les étudiants donc, par rapport à l'ordre, mais aussi plus généralement sur toutes ces notions de déontologie. Donc, la majorité des étudiants ressent clairement la nécessité d'obtenir ce cadre déontologique, donc comme je le disais, clair, homogène, enseigné et appliqué directement dans les stages. Donc cela permettrait de garantir la sécurité des patients, certes, mais aussi la cohérence de notre future pratique, parce qu'actuellement on est étudiant, mais comme je le disais, 3 ans, ce sont des études courtes, donc ça permet de nous laisser le temps d'apprendre toutes ces notions-là. On est une jeune génération, mais on veut exercer notre métier d'une bonne façon pour affirmer sa mission de santé publique, comme ça a été dit également, et puis avec l'éthique comme socle partagé.
j'ai été un peu vite, je crois, mais je voulais terminer sur la notion du sondage qu'on a fait, donc justement par rapport à la création d'un ordre. Donc, ça a été déjà révélé lors de la session interview qu'on avait fait donc auprès du CNA. Mais aujourd'hui, les chiffres clés à retenir de ce sondage, c'est que 90% des étudiants sont favorables à la création de cet ordre. Pour préciser quand même, c'est une enquête qui a été faite donc en juin 2025, c'est très récent, sur l'entièreté sur toute la France entière, donc toutes les écoles. On a eu quand même sur à peu près effectivement 950 étudiants, on a eu un peu plus d'un tiers de réponses. Donc ça permet quand même d'avoir une représentativité des chiffres assez importante. Donc voilà, 90% des étudiants favorables et qui nous disaient que pour eux, ça aurait un impact positif sur la déontologie et la profession. Voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Très bien, merci. Et on termine en effet sur tout va dans le même sens, puisqu'on a des chiffres encore plus élevés qui étaient déjà tout à l'heure très représentatifs. Donc avec cette vraie volonté et dynamique globale des futurs et des professionnels actuels sur cette démarche-là. Alors nous allons maintenant entendre les patients, qui sont effectivement au cœur aussi de cette démarche et de cette dimension de déontologie. Alors, Guillaume Baugin, vous êtes président de l'Association de réadaptation et défense des devenus sourds et malentendants, l'ARDDS, qui réunit 1 millier de patients. Vous m'avez confié, lorsqu'on s'est entretenu, la difficulté que vous aviez eue à franchir le pas, d'aller vous faire appareiller, et que cette étape symbolique serait largement facilitée quand on a en face un professionnel qui est bienveillant, qui est à l'écoute. Et donc la dimension humaine est très importante, bien au-delà de la simple mesure de la perte auditive et du côté technique. Est-ce que vous pouvez, vous, en tant que patient, me dire en quoi tous ces aspects de déontologie sont importants pour vous et même définir ce qu'est la déontologie et ce que serait la déontologie dans la pratique audioprothèse. D'accord. Très bien. Écoutez, je ne sais pas très bien si je dois me présenter en me tournant sur la gauche ou sur la droite pour vous présenter mon meilleur profil, mais je vais essayer de vous répondre de façon la plus sincère possible sur ce que j'ai vécu par rapport à mes pertes auditives. J'ai eu une mauvaise expérience quand j'avais une trentaine d'années et je suis tombé sur un ORL un jour en consultation qui, me donnant les résultats, me dit « Ah, mon pauvre monsieur, vous avez l'audition de Jeanne Calment. » Bon, je lui dis « Mais Jeanne Calment, à quel âge ?» Il m'a dit « À 100 ans. » Ah, eh bien, je lui ai dit « Écoutez, on va changer de place, docteur. Je suis le médecin, vous êtes le patient. Et je vous explique froidement que vous avez l'audition à 30 ans de quelqu'un de 100 ans. Vous êtes content, docteur ?» Là, il a été un peu perdu, le médecin. Mais effectivement, je pense qu'il ne l'a pas volé. C'est un sujet très sensible chez les personnes malentendantes, l'audition. Et ça m'a un peu refroidi pendant un certain temps. J'imagine que dans votre vie, vous avez eu la trouille. Vous avez eu peur. Eh bien, moi, j'ai peur. Et j'ai eu peur pendant de nombreuses années à la suite de ça pour aller voir un autre médecin et me poser des questions sur l'évolution de ma surdité et de ma malentendance. Parce que j'entends, mais je ne suis pas en capacité de comprendre tout en fonction d'un certain nombre d'environnements. Et j'ai mis je ne sais combien d'années. Je ne vous dirai pas exactement combien, mais certainement plus de 20. Bon. Évidemment, l'audition ne s'est pas améliorée avec les années. Et j'avais la trouille, ensuite, quand on m'a donné les deuxièmes résultats, d'aller chez l'audioprothésiste. Parce que j'avais peur qu'on me dise « il n'est pas comme nous, ce gars-là. Il a maintenant des appareils aux oreilles. » Et j'avais peur qu'on me voie par derrière, pas par devant, parce que par devant, ça ne se voit pas. Mais par derrière, on a l'impression effectivement d'être un peu différent des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est éminemment difficile à accepter. Alors, j'ai fini par le faire. J'ai fini par le faire parce que j'ai eu un parcours professionnel avec une profession un peu sensible, vis-à-vis du monde politique, et j'étais chargé de porter la parole du monde rural auprès des pouvoirs publics. Et un jour, le directeur qui venait de la grande distribution
m'a dit « Bah, Guillaume, on m'explique que vous entendez de moins en moins bien. Donc, si vous ne faites rien, dans 3 mois, je vous vire. » Bon, donc finalement, j'ai fait quelque chose. Et puis, le président de l'époque qui me protégeait avait dit au directeur « Tu ne touches pas à Guillaume, parce que si tu touches à Guillaume, c'est comme si tu me touchais. » Sauf que le président s'est barré à un moment donné, il est parti. Et le directeur s'est vengé. Donc, je me suis retrouvé privé de mon audition pendant un certain temps, mais en même temps, dans un placard. J'ai fini par m'appareiller pour éviter d'être vraiment foutu dehors. Et quand on va avoir un audioprothésiste, on lui confie sa vie, en fait, bizarrement. On lui confie son accessibilité et en même temps, on essaye de le rendre acceptable aux yeux des autres. C'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé en matière de handicap. Mais l'acceptabilité sociale, c'est un concept que je développe beaucoup. C'est que la société accepte notre handicap. Or, elle ne l'accepte pas. Dès lors que vous n'êtes pas comme tout le monde, vous êtes mis sur la touche. Et l'accessibilité, c'est en grande partie ce que vous faites pour nous. C'est que vous essayez d'accessibiliser notre vie. On peut, grâce à vous, en améliorant notre capacité qui a diminué naturellement, on peut aller au cinéma. Et encore que ce n'est pas vrai, j'y vais pas sans sous-titres. Mais beaucoup de gens y vont avec des petits appareils quand ils n'ont pas une perte suffisamment importante. En gros, il y a 2 millions de sourds profonds et de sourds sévères qui ne vont plus au cinéma. Alors nous, à la RDDS, on s'est polarisé depuis très longtemps. On a 50 ans d'expérience, on a 50 ans de naissance par rapport au début de notre association. Elle existe depuis les années 70 environ. Et on fait de la lecture labiale, ce qui permet de nous aider. En plus des prothèses, on peut se raccrocher à ce qu'on appelle la 3e oreille, c'est-à-dire la lecture sur le mouvement des lèvres. Mais vous, en tant qu'audioprothésiste, on vous confie tout. On vous fait entièrement confiance. Et on a besoin en face d'avoir quelqu'un qui répond à nos attentes. Et c'est là que la déontologie intervient ? On n'est pas bon au niveau technique. On ne connaît rien. On a besoin de quelqu'un qui nous dit « Bon, voilà, c'est comme ça qu'il faut vous appareiller, avec tel modèle, avec telle puissance, avec tel système. » Et là, on s'en remet complètement à la personne pour les réglages, pour la vie de tous les jours. Et on peut effectivement aller vivre à peu près comme tout le monde. Alors, une fois que je vous ai dit ça, vous allez dire « Bon, bah, très bien. » Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'en termes de déontologie, en termes de suivi professionnel, il y ait effectivement la création d'un ordre professionnel. C'est-à-dire, en fait, la capacité à un ordre, comme il y en a beaucoup pour les professions médicales, de statuer sur des actes qui ne seraient pas exactement ceux qu'on attendrait pour un patient. Ça me semble très important. La RDDS, d'ailleurs, soutient à 100% la création d'un ordre professionnel. Qu'est-ce qu'on met dans cet ordre professionnel? C'est la question. Je pense qu'il faut mettre effectivement un code de déontologie, qu'il faut également mettre le secret professionnel, parce qu'il faut qu'il y ait un secret qui entoure l'état de la personne. Il faut qu'il y ait une information éclairée du patient, sachant que parfois les choses sont moins en moins dites dans le pays aujourd'hui. On vous regarde d'un air entendu, mais on ne vous explique pas les choses. En matière d'audition, on doit vous expliquer les choses, parce que vous ressortez avec un appareil. Pour certains, c'est très bien, pour certains, c'est moins bien, mais on a besoin de beaucoup d'informations. En fait, on a besoin d'être archi-rassuré. Et si on n'est pas rassuré, eh bien, quelque part, on perd confiance. Et on met cette confiance à vous. On vous remet notre parfaite confiance. On a besoin d'avoir le retour sur investissement qui est un investissement pas
pas pécunier, mais qui est un investissement personnel. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, en espérant pas avoir été trop long, mais je vous ai dit très sincèrement ce que je pensais par rapport à tout ça. Vous n'imaginez pas la peine qu'on a à essayer, par exemple, d'acheter un simple produit dans la vie courante quand on tombe sur des commerçants qui ne font pas l'effort de répéter. Vous n'imaginez pas la peine qu'on peut avoir à table avec un aéropage de gens, plusieurs personnes qui parlent ensemble, et on se trouve exclu parce que très rapidement, les conversations tournent entre personnes qui entendent bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le meilleur appareillage, le meilleur conseil, le meilleur suivi, le meilleur audioprothésiste. Merci. Et puis, je vais vous dire, moi, j'ai eu peur au début. Et il y a Franklin Roosevelt qui disait un jour, « Il ne faut avoir peur que de la peur elle-même. » Et ben voilà, j'ai dépassé ça. Aujourd'hui, j'affiche ma malentendance sans complexe. Merci pour ce témoignage touchant et qui montre bien que les professions de santé, audioprothésisme et beaucoup d'autres, sont vraiment des professions à part. Et c'est ce qu'on va aborder aussi un petit peu avec Morgane Moret, dont vous êtes avocate chez Square. Et on va évoquer maintenant quelques fondamentaux juridiques. Vous m'avez expliqué que le métier d'audioprothésiste était à la fois évidemment profession de santé, donc régie par le Code de la santé publique, on va revenir à des choses réglementaires, mais également exercer une activité commerciale, donc soumis au Code du commerce, et que cette ambiguïté ou cette dichotomie entre les deux exigeait justement d'autant plus une déontologie et donc un code de déontologie. Est-ce que vous pouvez nous partager votre regard de juriste sur ces questions-là ? Oui, tout à fait. Ça rejoint un peu le propos que tenait Mathieu. Est-ce qu'on fait du commerce ou est-ce qu'on reste un professionnel de santé tout à l'heure ? L'audioprothésiste est réglementé au sein du Code de la santé publique comme les autres professionnels de santé, mais ne bénéficie pas d'un code de déontologie qui pourrait être codifié comme d'autres professions de santé. Comme ça a été rappelé également en première intervention par le président de l'ordre des pédicures podologues, toutes les professions de santé ne bénéficient pas d'un ordre et ne bénéficient pas non plus d'un code de déontologie. Moi, je trouve que c'est particulièrement regrettable parce que, justement, un ordre, ça permet, et un code de déontologie, bon, ça permet de poser les bases, ça permet de faciliter l'accès à certaines informations, à certaines formations, à une certaine protection, que ce soit de son exercice individuel, des patients, et ça permet aussi une uniformisation des pratiques. Donc oui, tout à fait. Je pense que moi, je ne vois pas de point négatif à se structurer en ordre et à mettre en place un code de déontologie. Pour moi, par rapport aux professions de santé qui existent, je compare souvent les audioprothésistes finalement aux pharmaciens. Pourquoi ? Parce que le pharmacien, vous entrez dans une officine de pharmacie. On ne va pas vous donner un médicament, on ne va pas vous le vendre, on va vous le dispenser. La dispense, c'est quoi ? C'est deux choses. C'est effectivement le fait de vous remettre un produit de santé, mais c'est également le fait de vous remettre un conseil autour de ce produit de santé. Et finalement, l'appareillage, c'est la même chose. On ne vous donne pas juste une prothèse auditive, on vous l'adapte, on vous conseille, on essaie de déterminer, on entend votre discours, déjà on vous ressent en tant que patient, on entend votre discours pour identifier quels sont vos besoins et puis vous délivrer et vous appareiller avec l'appareil le plus adapté pour vous spécifiquement. Et donc du coup, c'est en ça que je trouve que la profession d'audioprothésiste ressemble à la profession de pharmacien parce qu'il y a cette obligation de conseil en plus de simplement vendre un produit ou donner un produit à un patient. Comme c'est une profession de santé, donc c'est une réglementation qui est au sein du Code de la santé publique qui encadre la profession d'audioprothésiste, les dispositions elles sont très très courtes à date parce que voilà, on n'a pas de code de déontologie, donc on n'a pas d'adoption et de transposition de ce code de déontologie au sein du Code de la santé publique par le biais d'un décret. Mais elles existent quand même. On a également, effectivement, quand on exerce en tant qu'audioprothésiste, sa propre structure où on est regroupé en réseau, peu importe, dans
les cas, on est obligé d'exercer au sein d'une structure, on est chef d'entreprise, donc oui, effectivement, on a le code de commerce qui s'applique, mais on a également le code de la consommation qui s'applique. On a le code de la consommation qui s'applique, pourquoi? Parce que finalement, en l'absence de déontologie, en l'absence d'un conseil de l'ordre, il faut quand même bien trouver un moyen de rattraper l'audioprothésiste qui mettra en place des pratiques qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas justes, qui sont déloyales par rapport à d'autres audioprothésistes ou même de manière générale pas éthiques. Moi, j'aime pas trop le terme consommateur quand on parle des déficients de l'ouïe, même si effectivement le code de la consommation s'applique. Je préfère le terme de patient consommateur, parce qu'on reste quand même patient avant tout, même si c'est des dispositions effectivement d'un code de la consommation et donc du consommateur lambda qui viennent s'appliquer. On retrouve du coup une possibilité, effectivement, à travers les différents codes en place et à travers les différentes réglementations en place, une possibilité de rattraper l'audioprothésiste qui mettrait en place des pratiques trompeuses, qui irait trop loin dans l'affichage qu'il fait de ses compétences qu'il n'aurait pas ou qui essaie de jouer un peu sur... on le voit parfois, voilà, chez nous, on a un bilan gratuit, chez nous, on a un essai de 30 jours, mais c'est pas chez nous en fait, l'essai de 30 jours, c'est pour tout le monde. Donc vous voyez, on a parfois des dérives comme ça, et en fait les difficultés, c'est que c'est des textes de loi qui sont très généraux et c'est des textes de loi qui sont du coup pas forcément super bien adaptés à un exercice très spécifique de l'audioprothésiste, et avoir en fait un ordre qui viendrait sur la base d'un texte de déontologie, d'un code de déontologie qui reprendrait potentiellement, effectivement, le secret professionnel, on en a parlé, c'est réglementé au sein du Code de la santé publique. L'obligation de secret, elle est aussi sanctionnée pénalement. Pour autant, elle pourrait l'être aussi au niveau déontologique, ce qui permettrait d'avoir un moyen d'action, comme le disait Louis, cumulatif en fait, pour pouvoir justement avoir un accès peut-être plus rapide, plus pragmatique, plus adapté aux pratiques spécifiques de l'audioprothèse, pour avoir des jurisprudences centré sur cette profession-là. Donc oui, effectivement, on a déjà un cadre juridique qui nous permet potentiellement de sanctionner ou en tout cas de veiller à la bonne, à un exercice éthique de cette profession. Pour autant, avoir un code de déontologie et avoir un ordre, ça rajouterait en fait une pierre en plus à l'édifice qui serait, pour le coup, extrêmement pragmatique, parce que qui mieux qu'un audioprothésiste peut juger de la bonne ou de la mauvaise pratique d'un audioprothésiste? Voilà. C'est essentiellement l'utilité, à mon sens, d'avoir un ordre et d'avoir un code de déontologie en plus des dispositifs légaux et réglementaires qui existent déjà. Merci beaucoup. Je crois qu'on est à peu près arrivé au temps qui nous est imparti, mais pour un mot pour finir, protéger, réguler, encadrer, représenter. Est-ce qu'il y aurait d'autres mots qui me paraissent importants pour caractériser cette idée de déontologie et de code de déontologie pour la profession d'audioprothésiste? Un mot supplémentaire, prouver aux financeurs que ce qu'ils financent vaut la peine. C'est donner des garanties aussi de qualité, parce que vous n'ignorez pas tous que notre système de soins va mal, qu'il y a l'assurance maladie, il y a un déficit abyssal de plus de 20 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Et par les temps qui courent, se dire, il ne faut pas oublier qu'entre assurance maladie et complémentaire, c'est 1,3 milliard qui est financé chaque année. Et ce 1,3 milliard, qu'il est bien employé. Et c'est évident qu'un ordre, par son rôle en termes de qualité et de sanction de non-qualité, apporterait aussi un plus là-dessus. Voilà. Donc je ne sais pas si Mathieu, tu veux rajouter un mot. Non, mais il y a des travaux qui ont été faits par le syndicat des audioprothésistes concernant l'exercice éthique, déontologique. Il y a des travaux également qui ont été menés par le collège. Donc je pense qu'on va présenter ces travaux et puis il va falloir commencer à avancer de manière assez concrète sur le sujet.
Donc on va avancer sur tous ces points. Voilà, je pense qu'il faut qu'on se bâtisse un petit peu au fur et à mesure. Notre formation, notre métier, pardon, se structure de plus en plus. On va en parler juste après. Et je pense que les pouvoirs publics seront probablement pas insensibles au fait qu'on puisse être force de proposition sur un code de déontologie. Si tu le veux bien. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on avance de manière assez concrète avec l'ensemble des acteurs, des patients, des étudiants, quelque chose de consensuel pour le bien-être de nos patients. Voilà. Un dernier mot avant de passer la parole à la conclusion? Oui. Alors, un petit mot en faveur de la création de l'ordre, justement, parce que je pense que vous avez vu le nombre de magasins pour les lunettes. Bon. Eh bien, vous avez vu également fleurir dans la rue un nombre inouï de boutiques pour les oreilles. Et ça mérite quand même qu'on mette un peu d'ordre dans tout ça, parce qu'il y a quand même aujourd'hui des audioprothésistes qui peuvent se former à l'étranger, puis revenir en France, et puis court-circuiter les études françaises, et puis le diplôme français, puis s'installer. Et puis parfois, il y en a certains qui mettent des logos sur leur boutique. On ne marque pas audioprothésiste, il marque acousticien. Bon, je ne citerai personne. Mais tout ça mérite d'être encadré. Tout ça mérite d'être surveillé. Et un ordre professionnel pour ça, dans un marché florissant, parce que s'il y a des boutiques, ils ne sont pas fous. Hein. C'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a un chiffre d'affaires. Et je vais vous dire, je travaille beaucoup avec la Fondation pour l'audition. Dans la salle, vous êtes jeunes. Eh bien, il y a 2 millions de nouveaux jeunes sourds qui vont arriver d'ici 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils en ont 35, dans 20 ans, ils en auront 55, c'est-à-dire qu'en gros, ils auront la cinquantaine. On n'est pas dans les vieux de 80 ans d'il y a quelques années. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir un marché très porteur. Voilà pourquoi il faut régler les choses, encadrer les choses et mettre un ordre des audioprothésistes. Merci. Et je vais vous remercier à tous pour ces échanges et ces regards croisés très intéressants. Et on va laisser la parole à Mathieu Del Rio pour la conclusion de cette première journée et puis quelques annonces, je crois, importantes. Merci à tous. Merci.